Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un outil de plus en plus présent dans le monde de l'entreprise, le modèle comportemental des 4 couleurs. Rouge, jaune, vert, bleu. C'est un système, popularisé notamment par les travaux de Thomas Erickson, qui promet de décoder nos interactions et, en quelque sorte, de simplifier la complexité humaine. La question qui va nous animer est donc la suivante. Ce modèle est-il un véritable levier pragmatique pour mieux communiquer et collaborer, une sorte de décodeur universel, ou au contraire, n'est-il qu'un raccourci intellectuel un peu dangereux qui nous enferme dans des caricatures? Pour moi, la réponse est assez claire. Malgré ces simplifications apparentes, c'est un cadre d'une immense valeur pratique. C'est un langage commun qui peut vraiment fluidifier nos relations au quotidien. Et de mon côté, je pense au contraire que cette quête de simplicité, elle nous égare. En voulant à tout prix mettre les gens dans des cases colorées, on déforme la nature profondément nuancée de l'humain et on risque de créer bien plus de malentendus qu'on ne prétend en résoudre. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut rappeler la logique du système. C'est assez simple. Il se base sur 2 axes. D'un côté, l'opposition entre une orientation vers les tâches et une orientation vers les relations humaines. De l'autre, la distinction entre un tempérament extraverti et un tempérament introverti. Bon. De ce croisement naissent les 4 archétypes. Le rouge, dominant, focalisé sur l'action, le jaune, influent et sociable, le vert, stable et à l'écoute, et enfin le bleu, consciencieux et analytique. L'idée, ce n'est pas d'atteindre une vérité psychologique profonde, non, mais de fournir un outil opérationnel. Dans un monde professionnel où tout va très vite, où on doit collaborer avec des dizaines de personnes, avoir ce langage partagé, c'est un atout considérable pour adapter sa communication et éviter les frictions inutiles. Hmm. En lit c'est attiré par les modèles simples, je le comprends, c'est normal. Mais c'est justement ça, le piège. Réduire l'océan de la personnalité humaine à 4 petites couleurs, c'est passer d'une photographie en haute définition à un dessin d'enfant. Le document source lui-même nous met en garde d'ailleurs avec ce schéma des cercles concentriques. Ce qu'on voit, le comportement, ce n'est que la couche la plus superficielle. En dessous, il y a nos orientations, nos valeurs fondamentales, et tout ça est constamment influencé par l'environnement. Quand on colle une étiquette bleue sur quelqu'un, on prend le risque de ne plus voir que ça. On va interpréter sa prudence comme une frilosité systématique, son besoin d'analyse comme une lenteur, sans jamais se demander ce qui le motive vraiment à ce niveau plus profond. On cesse d'observer une personne pour ne plus voir qu'une couleur. Et ça, c'est l'inverse de la compréhension. C'est une paresse intellectuelle. Paresse intellectuelle, c'est un peu fort. Moi, je parlerais plutôt d'efficacité cognitive. Prenons un exemple très concret, celui d'un chef de projet qui doit lancer une nouvelle équipe. Il fait face à un collaborateur au profil rouge très marqué, direct, impatient, qui veut des résultats. Bon, grâce au modèle, le chef de projet sait qu'il doit aller droit au but. Voici l'objectif, voici les moyens, voici l'échéance. Des questions? Point. La communication est efficace. Voilà. Avec un profil jaune qui est sociable, créatif, qui a besoin d'être inspiré, l'approche sera radicalement différente. Là, il faudra parler de la vision, de l'impact, créer de l'enthousiasme. C'est une carte. Et une carte, par définition, c'est une simplification du territoire. Mais qui voudrait traverser un territoire inconnu sans aucune carte, sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite? Votre métaphore de la carte est séduisante, oui, mais que se passe-t-il si la carte est non seulement simplifiée, mais carrément fausse? Si elle vous indique un chemin facile, là où il y a un précipice. Reprenons votre exemple du collaborateur rouge. Vous partez du principe que votre diagnostic est bon. Mais si ce collaborateur, habituellement direct, traverse une période de doute, s'il a besoin à ce moment précis, non pas d'ordre, mais de réassurance, peut-être d'une approche plus verte, votre modèle, votre carte vous pousse à foncer droit dans le mur, à le braquer en étant trop direct, alors qu'une simple écoute attentive vous aurait permis de sentir la situation réelle. En fait, la carte vous empêche de regarder le paysage. Vous pensez gagner du temps, mais vous risquez de briser la confiance dès le départ. D'accord, mais l'alternative, c'est quoi alors? C'est de tâtonner en permanence? D'espérer par chance tomber sur le bon mode de communication? Le modèle ne prétend pas être infaillible, c'est un guide de probabilité. Il nous dit que généralement, une personne qui manifeste un comportement de type rouge réagira mieux à une communication directe. Bien sûr qu'il y a des exceptions, évidemment, mais dans, disons, 80% des cas, cette approche sera la bonne.
C'est un point de départ, un moyen de briser la glace de manière constructive. Sans ça, on se base sur quoi? Sur nos propres préjugés, qui sont souvent bien pires et bien moins structurés qu'un modèle, même simple. Vous parlez de point de départ, mais pour moi, c'est un faux départ qui nous envoie directement dans la mauvaise direction. La véritable alternative, ce n'est pas le tâtonnement, non, c'est la curiosité. C'est poser des questions, observer, écouter. C'est ça, la vraie compétence relationnelle. D'ailleurs, le modèle lui-même nous enferme dans des oppositions qui n'ont pas lieu d'être. Il sépare de manière rigide les profils orientés tâches, comme le rouge et le bleu, des profils orientés relations, comme le jaune et le vert. Mais n'importe quel manager, n'importe quel leader sait que c'est une fausse dichotomie. Pour mener un projet à bien, il faut être capable de définir des objectifs clairs et de souder une équipe. Il faut être bleu et vert en même temps. Ce modèle nous pousse à penser en termes de « ou », alors que toute la richesse de l'humain réside dans le « et ». Ah là, j'ai vraiment du mal à vous suivre. Le modèle n'a jamais prétendu qu'on était une seule et unique couleur. Au contraire, il insiste sur le fait que nous sommes tous un mélange de ces 4 tendances, mais avec, bien sûr, une ou 2 couleurs qui s'expriment plus naturellement, plus fréquemment. Ce n'est pas une prison, c'est une prise de conscience. C'est comprendre sa propre langue maternelle comportementale, si vous voulez. Si je suis un jaune naturel, je sais que ma tendance première sera de vouloir discuter, brainstormer, créer du lien. Face à un bleu qui, lui, a besoin de données, de faits, de structures, je sais que je dois faire un effort conscient pour traduire mon message dans sa langue. Je vais préparer un document, je vais structurer mes idées. Ce n'est pas de la caricature, ça c'est de l'intelligence sociale. C'est de l'empathie en action. Attendez, l'empathie, ce n'est pas appliquer une formule préconçue. Vous dites traduire, mais on ne peut pas traduire si on ne comprend pas la pensée originale. Et c'est là que le bas blesse. Votre idée de langue maternelle suppose une stabilité qui en fait n'existe pas. Le document distingue bien le comportement de base du comportement habituel, qui est une adaptation à l'environnement. Prenons un comptable, l'archétype, on va dire, du profil bleu au travail, précis, réservé, factuel. Bon. Le week-end, cette même personne est capitaine de son équipe de football amateur, où elle se montre rouge et jaune. Elle motive ses troupes, elle est extravertie, elle prend des décisions rapides. Alors elle est quoi? Quelle est sa vraie couleur? Sa vraie couleur est probablement un mélange, mais son environnement professionnel active préférentiellement ses traits bleus, parce que c'est ce qui est valorisé et efficace dans son métier. Et son rôle de capitaine active d'autres facettes. Le modèle ne le nie pas, ça. Il nous aide justement à comprendre que cette personne n'est pas juste un comptable introverti. Il nous donne des clés pour dialoguer avec les différentes facettes de sa personnalité en fonction du contexte. Savoir qu'il peut être rouge, dans un autre cadre, m'aide à mieux comprendre sa capacité à prendre des initiatives, même s'il ne la montre pas au quotidien au bureau. C'est exactement mon point. Vous avez besoin de le connaître en dehors du modèle pour comprendre sa complexité. Le modèle seul vous aurait piégé dans l'étiquette du comptable bleu. Vous ne l'auriez jamais imaginé en leader charismatique. Le modèle, en fait, crée une illusion de savoir qui nous empêche de faire l'effort de vraiment découvrir la personne. On se dit « Ah, c'est un vert, il n'aimera pas le conflit » et on arrête de chercher plus loin. Du coup, on ne lui proposera jamais un poste de médiateur alors que ce serait peut-être sa vocation. On ne voit plus la personne, on ne voit que le reflet de nos propres attentes sur une couleur. Et le plus grand danger, c'est quand on applique ça à soi-même. Je suis bleu, donc je ne suis pas créatif. Je suis jaune, donc je ne peux pas être rigoureux. Ça devient une prophétie autoréalisatrice, une cage dorée qui limite notre potentiel. Je crois que vous sous-estimez la capacité des gens à utiliser un outil avec discernement. Personne ne dit que c'est un système de jugement de valeur. C'est un outil de développement. Quand je comprends mon profil dominant, je comprends aussi mes zones d'ombre, les compétences que je dois développer. Un rouge qui prend conscience de son profil peut travailler sur son écoute, son empathie, ses facettes vertes et jaunes. Un bleu peut s'entraîner à prendre des décisions plus rapides et à mieux communiquer sa vision. Loin d'être une cage, c'est une feuille de route pour devenir une personne plus complète et un professionnel plus efficace. C'est un miroir qui, même s'il est un peu déformant, nous montre des choses sur nous-mêmes que nous ne verrions pas autrement. Un miroir déformant, c'est exactement ça. Et à trop se regarder dedans, on finit par croire que le reflet est la réalité. Ma préoccupation, c'est que ces outils vendus comme des clés de communication deviennent des instruments de management et de recrutement. On commence à recruter un jaune pour la créativité, un bleu pour la finance, et on passe à côté de talents atypiques qui ne rentrent pas dans les cases. On crée des équipes homogènes en pensant les diversifier. On ne juge plus les gens sur leurs compétences réelles, mais sur leur adéquation supposée à un profil coloré. Et là, la simplification n'est plus seulement réductrice,
elle devient discriminatoire. Au final, je reste convaincu que lorsqu'il est utilisé comme il se doit, c'est-à-dire comme une boussole pour la communication et non comme un test de personnalité ou un outil de sélection, le modèle des 4 couleurs est incroyablement puissant. Sa simplicité n'est pas une faiblesse, c'est sa plus grande force. Elle le rend accessible à tous et permet de créer rapidement un terrain d'entente et de réduire des frictions qui, la plupart du temps, ne sont basées que sur des différences de style et non sur des désaccords de fond. Et je maintiens que le risque de dérive est bien trop grand par rapport aux bénéfices supposés. Cette boussole, comme vous dites, a de fortes chances d'indiquer le nord là où se trouve le sud. En nous focalisant sur ces 4 catégories simplistes, nous perdons de vue l'essentiel, la complexité, les contradictions et l'unicité de chaque individu. Et ça ne se laissera jamais enfermer dans une palette de couleurs, aussi séduisante soit-elle. La véritable compréhension demande un effort, et ce modèle nous incite à ne pas le faire. Ce qui ressort de notre échange, au fond, c'est que la tension fondamentale n'est peut-être pas entre le modèle et la réalité, mais plutôt entre notre besoin d'outils efficaces pour naviguer la complexité sociale et, d'un autre côté, notre devoir de toujours préserver la nuance individuelle. Exactement. Et la véritable compétence n'est alors peut-être pas de savoir appliquer ce modèle, mais de développer le discernement pour savoir à quel moment il devient un obstacle, et qu'il est temps de le laisser de côté pour simplement engager une vraie conversation.